Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des publications Agora. Nous sommes aujourd'hui en direct pour décrypter ensemble l'actualité géopolitique et l'impact des conflits actuels sur nos économies, sur les marchés et sur votre épargne. Nous avons le plaisir d'être accompagnés de deux de nos experts, Philippe Béchade, rédacteur en chef de la Lettre des Affranchis, et Étienne Henry, rédacteur en chef de la Lettre PEA. Donc merci à tous les deux d'être avec nous. Alors juste avant de commencer, je vous invite à télécharger le rapport exclusif rédigé par les experts des publications Agora intitulé Votre épargne face au spectre d'une nouvelle guerre mondiale. Donc vous y trouverez notamment les conseils de Philippe et Étienne pour protéger votre capital dans un contexte de montée des tensions mondiales. Vous pouvez donc y accéder gratuitement dès maintenant en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo. Donc on va plonger maintenant dans le vif du sujet. Alors Philippe, on assiste actuellement à une accélération des conflits armés à travers le monde. Donc on parle de dizaines de milliers de morts parfois passés sous silence. Alors est-ce qu'on vit aujourd'hui un moment historique comparable à certaines périodes sombres de l'histoire, comme par exemple la guerre Iran-Irak ou l'invasion de l'Afghanistan par l'URSS? Bah, je dois dire que depuis la guerre Iran-Irak, on a rarement connu une période, en tout cas depuis les 3 dernières années, où les conflits ouverts faisaient autant de victimes. Sur le conflit russo-ukrainien, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus grand monde pour contester que le nombre de décès avoisine le million. On a également un conflit alors, qui vient juste de se résoudre. Un armistice vient d'être signé, en tout cas fin juin, entre le Rwanda et le Congo. On est incapable de connaître le nombre de victimes réelles, mais on parle de plus de 10 000. Et puis il vient d'y avoir évidemment récemment la fameuse guerre des 12 jours. C'est comme ça qu'on l'appelle aujourd'hui en référence à la guerre des 6 jours qui s'était tenue il y a une cinquantaine d'années. Et où de part et d'autre, côté iranien ou côté israélien, il y aurait plus d'un millier de victimes militaires et civiles. Mais cet affrontement irano-israélien survient après d'intenses bombardements au Liban pour éliminer en grande partie le Hezbollah et pratiquement tous ses dirigeants. Et là, on n'a pas non plus de bilan précis parce que ça reste évidemment un peu secret défense, mais enfin des chiffres de 10 000 sont pas surestimés. Donc on a en ce moment des conflits qui font énormément de victimes et qui engagent également des quantités d'armes colossales. C'est le cas en Ukraine, ça a été le cas entre l'Iran et Israël. Alors, il y a déjà eu des échanges de missiles et de drones en avril 2024 et en octobre 2024. L'Iran vengeant la mort des dirigeants du Hezbollah. Bon, tout ça avait été un petit peu scénarisé puisque Israël était prévenu des frappes iraniennes et réciproquement. Et il n'y avait pas eu de victimes civiles. On va dire que le dosage des tirs iraniens était calibré pour ne pas submerger le dôme de fer israélien. Je pense que les Iraniens en avaient d'ailleurs retiré une bonne leçon et ils savaient exactement à partir de quel moment le dôme de fer cesserait d'être efficace. Et ils en ont fait la démonstration donc entre le 14 et le 20 juin. Donc, beaucoup de conflits latents et même si on va dire qu'un cessez-le-feu a été conclu entre l'Iran et Israël, on comprend que Benjamin Netanyahou n'en a pas fini avec l'Iran et l'a exprimé d'ailleurs par toutes les façons possibles. Alors, d'un côté, il annonce que, ou il fait dire que la Banque centrale iranienne est une organisation terroriste, et ce qui signifie, hein, dans la bouche d'un dirigeant israélien, que tout adversaire qualifié de terroriste peut être éliminé par des frappes ciblées, des attentats euh, ou un bombardement. Faut bien connaître la signification du terme terroriste lorsqu'il est employé par Israël. Ça veut dire que le pays peut être frappé
de façon préventive ou défensive, peu importe. En tout cas, le conflit entre l'Iran et Israël peut se rouvrir à tout moment. Et l'Iran, de son côté, a dit qu'il doutait fort qu'Israël ait l'intention de respecter le cessez-le-feu, ce à quoi Israël a répliqué que l'Iran se prépare à des attentats hors de ses frontières naturellement. Ça ne touchera pas forcément Israël, ça pourrait toucher d'autres pays. Bref, l'Iran est un État terroriste. Donc, ça peut repartir à tout moment. Voilà. Alors, qu'est-ce que signifient tous ces conflits? C'est qu'on est dans une période quand même assez dangereuse, même si dans le conflit israélo-iranien, Trump semble avoir joué un peu le rôle de Deus ex machina en faisant ce bombardement des installations nucléaires iraniennes et en expliquant que le nucléaire militaire iranien avait été éradiqué pour 20 ans, sachant que ça fait 20 ans que l'Iran sait fabriquer la bombe atomique et ne la fabrique pas. Donc, on va dire que tout ça, c'est un petit peu politique. Mais je pense qu'Israël n'a pas renoncé à vouloir asseoir son statut de puissance dominante au Proche-Orient. Alors ça s'est un peu calmé avec la Syrie, je ne l'avais pas cité, parce que aujourd'hui, manifestement, Monsieur Al-Jolani, qui est l'ancien chef de guerre de HTS, Hayat Tahrir al-Sham, ex-Al-Nusra et spin-off d'Al-Qaïda. Donc, Monsieur Al-Joulani, lui, est un vrai terroriste, même si aujourd'hui il porte un costume et une cravate. Et Israël a l'air de s'en satisfaire. Donc, pour dire que pour l'instant, ça, si un conflit se réveille au Proche-Orient, c'est peut-être pas effectivement avec la Syrie, alors que c'était une possibilité il y a de cela 3 ou 4 mois. Voilà. Donc, le Proche-Orient, ça reste très chaud. Le conflit russo-ukrainien n'est pas résolu. Monsieur Trump ne l'a pas arrêté en 48 heures. Les Européens ont torpillé et sciemment et totalement, de façon totalement délibérée les pourparlers de paix avec cet impératif. L'Ukraine ne doit pas faire de concessions territoriales. Voilà, interdit de reconnaître l'annexion des oblasts du Donbass et on veut même pas reconnaître que la Crimée, qui a été temporairement accordée à l'Ukraine, est redevenue russe et doit le rester. Donc les Européens sont sur cette ligne, sachant que c'est une ligne totalement bloquante qui fait que le conflit russo-ukrainien va se poursuivre. L'Ukraine ne fera pas de concessions territoriales, alors que M. Trump, lui, avait évidemment prévu de façon assez réaliste de considérer que la partie russophone de l'Ukraine allait effectivement redevenir russe. Donc, le conflit se poursuit et les bombardements se sont intensifiés récemment, ce dont on a peu parlé parce qu'on avait évidemment les yeux braqués sur le conflit irano-israélien. Et donc, si le conflit en Ukraine se poursuit, eh bien, on va continuer de fournir des armes et on va continuer d'avoir le prétexte de dire que Monsieur Poutine est le grand méchant contre lequel il faut se prémunir. Si on ne le fait pas, il va nous envahir. Et j'ai quand même lu un papier intéressant d'un député, je crois du groupe majoritaire pro von der Leyen du Parlement européen qui dit que ah vraiment quel dommage qu'on n'ait pas donné plus de moyens à l'Ukraine parce que par exemple avec les avions anti-chars américains qui avaient pulvérisé tous les tanks irakiens il y a 25 ans, on aurait pu repousser Poutine. Autrement dit, d'un côté, vous avez des gens qui vous disent, si on avait donné un tout petit peu plus de moyens à l'Ukraine, ils auraient pu rejeter les Russes au-delà des frontières. Et de l'autre côté, on vous tient le discours que Poutine peut déferler à travers l'Europe et venir défiler sous la porte de Brandebourg dans 3 semaines et sur les Champs-Élysées une semaine plus tard. Voilà, donc on est dans une schizophrénie totale, mais le but du narratif, on l'a bien compris, c'est que la menace russe
permet de justifier, d'endetter l'Europe énormément pour se réarmer. Et actuellement, je vais en arrêter là. Je termine sur ce chiffre, évidemment. On considère qu'il faut mettre sur la table 650 milliards d'euros. Effectivement, on voit des flux financiers massifs se diriger vers l'armement, la cybersécurité et la défense. Mais qui sont les vrais gagnants de cette course à l'armement, Étienne? Alors, les gagnants de première heure, on les a déjà bien identifiés, hein, ce sont les entreprises d'armement. C'est vrai, dès que les économies, de toute façon, se mettent en mode économie de guerre, vous avez quelques entreprises bien placées. Vous avez, alors en Russie, on les appelle les oligarques, c'est des méchants. Chez nous, on les appelle les industriels, c'est des gentils parce qu'ils nous protègent. Mais c'est toujours pareil, quand on est près du pouvoir et qu'on est près du robinet, eh ben, on peut récupérer tous les flux. Et comme le disait Philippe, là, ça se mesure déjà en centaines de milliards d'euros. C'est pour ça qu'on a eu d'ailleurs la hausse en Europe des valeurs de l'armement, hein. On a vu les valeurs notamment Rheinmetall, mais chez nous aussi, on a du Dassault, on a du Thales qui ont extrêmement bien performé en bourse. C'est pas pour des promesses de croissance naturelle intrinsèque, hein, c'est pour des promesses de dépenses d'argent public dans l'armement, avec ces grands groupes qui sont déjà maqués avec les gouvernements, que ce soit les gouvernements des pays ou même carrément au niveau de l'Europe, pour récupérer les centaines de milliards d'euros. Donc ça, c'est acté. Ce sont les gagnants au premier niveau. Après, il y a des gagnants au second niveau où c'est un petit peu plus compliqué, c'est plus de la diffusion, ce sont les sous-traitants. Donc c'est vrai que ça va faire plaisir à notre tissu de PME parce que bah, toutes ces petites boîtes qui travaillent pour Thales, qui travaillent pour Rheinmetall, surtout en Allemagne où ils ont quand même un tissu qui est encore plus développé que le nôtre, eh bien, va profiter de cet argent. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que cet argent, c'est pas l'oncle Picsou ou le Père Noël qui nous le distribue, c'est de l'argent qui est créé ex nihilo. Alors, on voit, c'est intéressant parce qu'on voit à peu près la même chose en Europe que ce qu'on a vu en Russie quand on écoutait ce que disait la Banque centrale. C'était qu'au début, c'était un prélèvement sur l'économie, et puis maintenant, il se dirige plutôt vers de l'impression monétaire. C'est ce qui est en train de se dire là ces derniers jours. Bon, en Europe, on est allé très vite à la phase d'impression monétaire. Toujours est-il que c'est du transfert d'argent, c'est pas de la création de richesse. Donc, ça veut dire que c'est pris sur le reste de l'économie. Donc, pour les citoyens, pour les contribuables, pour les épargnants, pour les investisseurs, et nos auditeurs, s'ils ont la moindre de ces casquettes, je les incite à vraiment écouter ce qu'on va se dire aujourd'hui parce que c'est important. Il faut bien comprendre que l'industrie de l'armement qui a récupéré les milliards là, et à laquelle on promet encore des centaines de milliards supplémentaires, on verra si on arrive à leur donner, mais cet argent viendra d'ailleurs. Il sera pris à d'autres agents économiques. Ça veut dire qu'il aura des contribuables qui vont devoir payer plus d'impôts, ça veut dire des gens qui vont recevoir peut-être des retraites qui seront figées, qui ne suivront même plus l'inflation. Ça veut dire qu'il y aura peut-être des entreprises qui n'auront plus de subventions. On va vous dire, bah ça, on vous finance plus. On vous dira pas pourquoi, mais d'un autre côté, en coupant tous ces petits ruisseaux, on arrivera à faire des grandes rivières sur l'armement. Donc cet argent, oui, il existe, oui, il est diffusé, mais il faut surtout pas croire qu'il est créé, il est pris en termes de richesse réelle sur le reste de l'économie. Donc, on ne pourra pas financer une hausse de nos dépenses militaires sans sacrifier nos priorités sociales en France, par exemple. On va devoir sacrifier à hauteur de ce que valent les 600 milliards d'euros que mentionnait Philippe il y a quelques instants. Donc 600 milliards d'euros, c'est deux fois ce que la France doit emprunter sur les marchés financiers cette année. On sait que c'est très compliqué. Et ben là, on dit qu'à l'échelle de l'Europe, on le sort ex nihilo. Voilà. Donc il va falloir faire un effort économique équivalent. Après, qui va payer, ça c'est encore en discussion. La quote-part de la France, hein, sur ces 650, pardon, sur ces 650 milliards, c'est la programmation sur 4 ans, donc on est un petit peu au-delà de 160 milliards par an. La quote-part de la France étant de 19%, le calcul est vite fait, il va falloir qu'on sorte 30 milliards par an. C'est ça, juste pour le moment, et on se souvient qu'on galère à retrouver 40 milliards d'économies de manière générale dans notre budget. Donc l'ordre de grandeur de Philippe est intéressant, ouais. Donc, si on prend un petit peu de hauteur par rapport à tous ces conflits, est-ce qu'on doit anticiper des grands changements de paradigme, des changements dans la façon dont le monde fonctionne aujourd'hui, Philippe? Alors, le monde se fracture, on le comprend maintenant, entre deux blocs. Le camp du bien, c'est-à-dire États-Unis, Israël, Europe, OTAN. Le camp du bien, donc, peut absolument tout se permettre face à un reste du monde qui aujourd'hui est en train de basculer progressivement dans le sillage de la Chine. Alors, la Chine n'est pas le camp du mal, mais est quand même alliée à plusieurs pays
du camp du mal, c'est-à-dire Corée du Nord, Iran, ça va de soi, la Russie, plus quelques pays qu'on qualifiera volontiers de dictature, ou en tout cas de pays non libéraux. Donc clairement, le monde est en train de se séparer, et ça, c'est forcément douloureux. Et comme ça n'était pas assez douloureux comme cela, Trump a décidé d'introduire en plus de ça des droits de douane qui vont évidemment nuire à la fluidité des échanges, à la profitabilité de tous ceux qui interagissent avec les États-Unis. Alors les pays amis vont écoper de 10% de droits de douane. On a compris que c'était le tarif minimum. Ça, c'est pour les amis. Et pour ceux qui ne sont pas les amis, ça peut être 25, 50, 125, 245. Bref, on comprend que, il va y avoir beaucoup de blocages dans les échanges commerciaux. Et pour ceux qui vont continuer de commercer avec les États-Unis, il va y avoir évidemment une forte contraction des exportations. C'était le but recherché, et c'est déjà le résultat obtenu par Trump, puisque les échanges avec la Chine ont chuté pratiquement de 21%. En tout cas, les exportations de la Chine ont chuté de 21%. Vous pouvez multiplier l'exemple par tous les pays qui vont écoper de droits de douane de 20, 25 ou au-delà. Donc là, euh, on va être dans une croissance mondiale qui va se contracter, hein. La Banque mondiale l'a déjà prévu, l'OCDE le confirme, tout le monde est d'accord, les droits de douane, ça va impacter la croissance mondiale. Donc, on va certainement tomber en dessous de 3%. On était à 5, hein, il y a juste avant le Covid, pour vous fixer les choses. Donc, dans un monde sans croissance, comment on arrive effectivement à extraire de la valeur? Bah, c'est vrai que l'économie de guerre, c'était la solution de facilité. C'était la solution de facilité. Parce que oui, se défendre contre le camp du mal, qui pourrait objecter que c'est pas une nécessité vitale, existentielle, etc. Et donc là, bah, fabriquer des armes, comme le dit Étienne, hein, avec de l'argent sorti ex nihilo, c'est merveilleux, hein, et ça fait ses preuves aux États-Unis. Ça fait des décennies que tout le lobby militaro-industriel sert quand même de locomotive à la croissance américaine, avec certes les réseaux, l'IA, les innovations de la Silicon Valley. Enfin, quand même, la locomotive, la bonne grosse diesel, hein, qui fonctionne tout le temps aux États-Unis, c'est le lobby militaro-industriel. Après, de temps en temps, on a les dot-com, après ça, on a l'IA, mais globalement, le militaire, ça marche tout le temps. Et en Europe, si on est dans un monde sans croissance, bah, la croissance, on la recrée en se réarmant, en se modernisant. Et puis il y en a qui annoncent la couleur, hein, le chancelier Merz qui met fin à 70 ans de pacifisme allemand, et qui déclare donc que l'Allemagne devrait avoir l'armée la plus puissante d'Europe, hein. C'est ses propres déclarations. Et on sait qu'en plus de ça, il l'a dit répété, il n'est pas du tout hostile à aller se prendre Poutine en frontal s'il le faut. Donc, le non-interventionnisme allemand est mort, et la volonté d'avoir la plus puissante armée, bien sûr, comme on dit au départ d'un Grand Prix de F1, les 5 feux verts sont allumés d'un coup, parce que l'Allemagne a renoncé absolument à tous ses principes. Tout, ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est que tous les verrous psychologiques, éthiques, ils ont tous volé en éclats. Et donc, il n'y a rien aujourd'hui, il n'y a pas une force politique, il n'y a pas une opposition qui peut dire bon, il y a quand même mieux à faire avec 650 milliards
que de les investir dans de l'armement, alors qu'on sait très bien que c'est le parapluie nucléaire de l'OTAN qui dissuade la Russie, que la Russie elle est embourbée en Ukraine depuis 3 ans, et que effectivement, si on avait donné un peu plus d'armes aux Ukrainiens, peut-être même qu'ils seraient parvenus à chasser les troupes russes de leur territoire. Mais non, voilà, tous les verrous ont sauté et donc on comprend qu'on va y aller. On va y aller dans l'économie de guerre. C'est dit de toutes les manières possibles. Vous êtes Oui, d'accord et avec puis en plus, il y a le... Alors, Philippe parle des feux qui se mettent au vert. Il y a le sixième feu vert, c'est quand même le verrou budgétaire qui était jusque-là. L'Allemagne qui refusait de faire de l'impression monétaire, qui refusait de trop s'endetter, qui refusait d'avoir des budgets trop déséquilibrés. Ce verrou a sauté aussi. Donc, le problème de l'armement, c'est que ça coûte cher. Alors, les US, ils montent leur plafond à chaque fois qu'ils ont besoin d'argent, ça pose pas de problème. L'Allemagne, jusque-là, ils se tenaient quand même à des budgets plus ou moins équilibrés. Ils ne vont plus le faire, ils l'ont dit. Donc, il n'y aura même plus ce garde-fou budgétaire qui empêcherait de le faire, quelles que soient les limites éthiques et historiques qu'ils auraient pu se fixer. Donc, si on entre dans un cycle de guerre vraiment durable, est-ce qu'il y a des secteurs ou des marchés qui risquent d'être bouleversés à la hausse comme à la baisse? Donc, on pense par exemple à l'énergie, aux matières premières, voilà, tous ces actifs-là. Mais est-ce qu'il y a d'autres actifs aussi à surveiller qui pourraient subir un choc? Mais je pense qu'à ce stade, il faut commencer à réfléchir à de quelle guerre on parle, parce qu'il y a guerre et guerre. Jusque-là, on fait la guerre un peu comme font les États-Unis, c'est-à-dire qu'on fait la guerre chez nos petits copains. L'Ukraine, c'est un peu l'Europe, mais c'est quand même pas tout à fait l'Europe. Donc on envoie des armes, on n'envoie pas encore trop des gens, et on laisse le pays se faire détruire, parce que quand on voit les photos des villes qui ont été échangées d'un côté et de l'autre de la ligne de front, il reste quand même plus grand-chose. Donc si on veut regarder ce qui se passe en temps de guerre, il faut se demander dans quelle zone géographique, et est-ce qu'on parle de la possibilité d'une guerre qui s'étendrait, auquel cas les tissus économiques ont plus du tout la même tête. Quand vous êtes en économie de guerre, vous avez effectivement donc l'armement, on en a parlé, qui va bien. Vous avez éventuellement la construction, parce que quand vous détruisez, que vous reconstruisez après, bah, ça fait bosser les bétonniers, hein, on l'a vu à chaque grand conflit. Mais à côté de ça, tout ce qui est un petit peu anecdotique dans le tissu économique, vous n'allez pas faire de l'IA quand vous prenez des bombes sur la figure, hein, à part peut-être pour faire voler des drones, mais pour faire des images de chatons et des vidéos sur Internet, ça, il n'y a plus personne. Donc, si on rentre vraiment dans une zone de conflit forte, il faut quand même faire attention à ce dans quoi on investit. Une économie de guerre, c'est pas une économie normale sous stéroïdes. C'est une économie où il y a deux, trois acteurs qui tirent un peu leur épingle du jeu et tous les autres qui payent. Alors, Philippe, quel secteur vous surveillez personnellement dans ce contexte? Alors, depuis le début de l'année, un des secteurs les plus performants en Europe, à part bien sûr Rheinmetall et ses 270% de hausse, eh bien, c'est comme Étienne l'a mentionné, c'est les bétonneurs. Et alors l'espoir de l'arrêt de la guerre en Ukraine avec l'intervention divine de Donald Trump, bon, malheureusement, ça a échoué, mais on reste quand même sur l'idée que le conflit va s'arrêter probablement avant l'hiver prochain et que donc on parlera de reconstruction. Alors, ce qui est assez hallucinant, c'est de voir que en France, c'est Bouygues, c'est Eiffage, et à travers, au-delà d'Eiffage, il y a SPI. Euh, on construit rien en France en ce moment. C'est absolument fantastique, hein. Le secteur de la construction est totalement sinistré et de façon complètement volontaire, hein, par le gouvernement. Il y a là une détestation de l'immobilier, de la rente, etc. Ce qui fait qu'il ne se construit plus rien en France. Dès qu'on veut construire une autoroute, A69, paf, les zadistes viennent empêcher de poursuivre. On vient de finir de creuser le tunnel de Tende. C'est une catastrophe économique. Les budgets ont été 2 fois supérieurs à ce qui était prévu. Et en plus de ça, il n'y a qu'un tunnel sur 2 qui est ouvert. Enfin, le BTP, mais rien ne va dans ce pays. Et pourtant, ce sont les groupes du BTP qui font pratiquement les meilleures performances du CAC ou du SBF 120. Donc oui, là, on est dans l'attente de contrats en Ukraine, ça me paraît assez évident.
Sinon, bon, oui, c'est vrai que Bouygues, Vinci obtiennent encore quelques contrats d'agrandissement, de modernisation d'aéroports dans le monde. Mais bon, Bouygues, c'est sûr, attend quelque chose de la part de l'Ukraine. Voilà, donc ça, on est dans l'anticipation. Le jour où on verra véritablement ce que l'Ukraine accorde aux Européens et pas aux Américains, qui ont pratiquement, à mon avis, tout préempté, hein, et c'est BlackRock, hein, qui de toute façon va dispatcher les budgets, hein, BlackRock l'a dit, le financement de la reconstruction de l'Ukraine, c'est nous qui allons l'assurer. On a des sous, beaucoup de sous, 11 000 milliards. Donc ils peuvent y aller. Et ensuite, c'est BlackRock qui dira, voilà, ça, tel marché, voilà, on reconstruit les ponts, ça valait un tel. On reconstruit les barrages qui ont été dynamités, ça valait un tel. Là, on reconstruit les aéroports, ça valait un tel. On reconstruit les villes et des logements pour les civils, ça valait un tel. On espère que quelques-uns de nos groupes vont quand même capter des miettes. Voilà la logique du truc. Maintenant, si on veut aller plus loin, euh, moi je me demande, hein, et c'est quand même très très cynique de ma part, si le conflit s'arrête en Ukraine et que ça ne repart pas entre l'Iran et Israël, je m'en demande bien quel autre conflit les néoconservateurs américains vont bien pouvoir allumer dans le monde pour pouvoir continuer de vendre des armes. Voilà. Alors, il y a quelques zones un petit peu tendues. On a vu qu'il y avait l'Afrique, naturellement. Mais on sait qu'à tout moment, on peut allumer un conflit pratiquement de toutes pièces avec des provocations, des attentats sous faux drapeau, etc., etc. Voilà. Donc, une fois que l'Ukraine sera terminée, j'ai malheureusement la crainte que que d'autres conflits soient allumés quelque part et à dessein. Concrètement, quels sont les risques qui pèsent sur l'épargne des Français aujourd'hui, Étienne? Ah, le risque sur l'épargne des Français, c'est d'être mobilisé pour l'effort de guerre, très clairement. Hein, parce que, bah, comme on disait tout à l'heure, les centaines de milliards qu'on met, ça va être pris sur l'économie réelle. Et l'économie réelle, c'est un petit peu le flux du travail, mais ça, c'est déjà très capté, surtout en France. Hein, je pense à nos auditeurs français. Et c'est beaucoup l'épargne. Donc, deux manières de capter l'épargne très simples. Et ça, la France sait très bien le faire, hein, rassurons-nous. L'impôt, d'une manière ou d'une autre. Donc, on peut aller prendre l'argent là où il est, c'est-à-dire qu'on peut augmenter la taxe foncière pour ceux qui ont l'outrage d'être propriétaire d'un toit. Hein. On peut continuer à avoir une fiscalité confiscatoire pour ceux qui se permettent d'être des propriétaires bailleurs. Attention à eux. Et puis, si l'impôt ne suffit pas, eh bien, il y a l'inflation, qui est toujours une manière simple de confisquer l'épargne des gens. L'inflation, c'est juste une perte de valeur de la monnaie. Donc, c'est très simple, que vous ayez un livret A, que vous ayez un compte sur titre, que vous ayez de l'argent sur votre compte courant ou même une assurance vie, quand vous avez une inflation à 3, 4, 5% par an, la valeur réelle de votre argent a diminué de 3, 4, 5% par an. C'est un impôt qui est quand même bien, bien plus important que les impôts directs qu'on fait sur le patrimoine. La taxe Zuckman, bon, qui est une idiotie sans nom, hein, mais qui a été discutée récemment, qui reviendra sous une autre forme, c'était de taxer de 2% par an le patrimoine des ultra-riches. Et même ça, on voit que ça aurait probablement pas passé les filtres du Conseil constitutionnel, ce genre de choses. 2% par an. En réalité, l'inflation, on taxe de bien plus que 2% par an le patrimoine de tout le monde, y compris des petits épargnants, y compris des petits retraités. Et ça passe tout seul parce que les gens ne se rendent pas compte que l'inflation est une taxe qui arrive année après année sur leur patrimoine. Donc oui, sans nul doute, l'épargne des Français, elle est menacée parce que, encore une fois, il va falloir financer par de la perte de pouvoir d'achat ces dépenses. Parce que quand on construit un char, quand on construit un Rafale, quand on construit un porte-avions, eh ben, c'est des milliers de tonnes d'acier, c'est des compétences, c'est des ingénieurs qu'on emploie à faire ça et pas à autre chose. Tout ça, c'est de l'énergie qu'on utilise et on ne peut pas l'utiliser pour améliorer le niveau de vie des civils. C'est pas possible. On ne peut pas tout faire avec les mêmes choses. Donc oui, on va clairement utiliser le pouvoir d'achat des ménages. Alors, comment on peut se protéger, Philippe, face à cette menace qui pèse sur nos épargnes? Je dirais que le meilleur moyen de se protéger jusqu'à présent, ça a été d'acheter Thales,
Dassault, Rheinmetall, Lockheed Martin, General Dynamics, etc. Mais là, je vais compléter ce que dit Étienne. L'inflation est une façon, effectivement, bah, d'amoindrir la dette de façon relativement indolore. Mais surtout, on le comprend, le principe qui semble acté par notre gouvernement, qui est absolument l'antithèse de ce que les Français souhaitent naturellement. Mais voilà, ils sont aux affaires et ils se retrouvent face à un Parlement qui ne les censure pas. On a eu donc récemment un grand conclave sur les retraites qui s'est soldé par un échec que l'on pouvait d'ailleurs prévoir. Et il en ressort que ce sont bien les retraités qui vont morfler, hein, parce qu'on est en train de faire passer ce concept que les retraités sont une charge. Ils sont inactifs et on leur donne de l'argent. Alors, on oublie totalement que durant toute la carrière, les retraités ont été ponctionnés à 56% ou plus, que leur épargne, c'est ce qui reste après tout ce que l'État a déjà confisqué, et que, en plus de ça, une bonne partie de cette épargne retraite, ce sont des cotisations. Alors, certains disent que c'était du salaire différé, mais en réalité, c'est pas du salaire, parce que le jour où vous cassez votre pipe, on ne verse plus rien, ni à vous, ni à la veuve. Donc, c'est de l'argent quoi, qui a été pris et qui est redonné. On n'est pas sûr aujourd'hui, quand on prend sa retraite à 64 ans, de revoir tout l'argent qu'on a déjà, duquel on a déjà été ponctionné. Hein, voilà. Donc, dire que les retraités sont une charge parce qu'aujourd'hui, le versement, effectivement, euh, aboutit à une sorte de déséquilibre, c'est-à-dire qu'on n'a pas assez de flux dans un système redistributif pour financer ce que l'on doit, mais ce qui est dû, en fait, ceux qui ont déjà cotisé, ils ont énormément versé, beaucoup plus en France que dans n'importe quel autre pays. Et ça, il faut le dire, il faut le souligner. On nous a confisqué énormément d'argent quand on travaillait et dont on ne reverra probablement pas la couleur. Et nous dire qu'en plus de ça, le retraité est une charge parce qu'aujourd'hui, le système est déséquilibré. Déséquilibré à hauteur de combien? Allez, 13, 15 milliards d'après le COR, hein, le Comité d'orientation des retraites. 13 à 15 milliards, et la France va se coller 30 milliards d'obligations de se réarmer, hein, dans le cadre du plan européen de 650 milliards, et puis on verse 15, 20, 25 milliards par an à l'Ukraine. Voilà. Et ça, c'est pas des charges, ça. Ça, c'est pas des charges. Non, c'est le retraité qui doit payer. Alors, le retraité va payer. On va déjà commencer par désindexer les retraites. Voilà, ça, c'est déjà quasiment acquis. Abattement de 10%, pareil, ça va être supprimé. Ce qui veut dire que, en réalité, parce qu'on brandit toujours les quelques millionnaires qui habitent des hôtels particuliers à Neuilly, dans le 16e, ou qui ont des baraques avec vue sur la mer au Cap d'Antibes, voilà, on a l'espèce d'archétype ou de monstre archétypal du retraité millionnaire qui coûte de l'argent et donc à qui on peut légitimement venir piquer son pognon au nom de la justice générationnelle, car aujourd'hui, il n'est pas question que les jeunes attendent d'avoir réussi dans leur vie pour disposer du même pouvoir d'achat qu'un retraité. Aujourd'hui, c'est le tout de suite. Et si on n'y arrive pas, c'est parce que ben, les retraités pèsent sur les finances de l'État et sont la cause de tous les maux. Voilà.
Donc, je dirais qu'on est effectivement dans l'urgence de trouver des moyens de sauver un peu le pouvoir d'achat des retraités. Et nous, on a conseillé quand même deux, trois petits placements qui ont plutôt bien fonctionné. L'or, maintenant on est un peu sur l'argent. Et on reste évidemment attentif. Certains dossiers boursiers nous paraissent toujours valoir le coup. Et je ne vous parle évidemment pas de l'intelligence artificielle avec un PER moyen de 50, des 25, 30, 40 fois. Ça se paye 40 fois le chiffre d'affaires. Donc, non, on va plutôt aller chercher des dossiers avec, on va dire, des revenus récurrents. Voilà, on va rentrer un peu plus dans le détail, je pense, au fil de la discussion. Oui, alors justement, Étienne, quels conseils vous donneriez concrètement à ceux qui nous regardent pour ajuster leur allocation d'actifs? Est-ce qu'il y a des choses que vous feriez en 2025 que vous n'aurez pas forcément fait précédemment? Alors déjà, rien que le mot allocation d'actifs, c'est un très bon entrée en la matière, et je rejoins ce que disait Philippe il y a quelques instants, c'est qu'il faut se protéger de façon active et il faut penser à où est-ce qu'on met son argent. L'allocation d'actifs, c'est ça, hein. C'est j'ai un peu d'argent de côté, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je mets tout sur un livret A? Est-ce que je mets tout sur une assurance vie parce que mon banquier m'a dit que c'était garanti? Est-ce que je vais ailleurs? Donc, première chose, il faut être actif dans son allocation d'actifs, si vous me le permettez. Et parce que l'État, comme son boulot aujourd'hui, ça va être de ponctionner les revenus des épargnants et leur stock d'épargne, eh ben, il va falloir résister à ça. Alors, ça ne veut pas dire prendre une fourche et aller forcément couper des têtes sur les Champs-Élysées, mais juste mettre en place des choses qui vont être plus compliquées. Typiquement, je mentionnais tout à l'heure l'immobilier, parce que je sais que l'immobilier, et je le dis pour en faire moi-même, hein, il y a pas on est tous dans le même bateau en France, on aime bien la pierre, on aime bien le tangible, et je pense qu'il y a beaucoup de nos auditeurs qui ont peut-être des placements, que ce soit pour leur résidence principale ou pour des biens locatifs. Il faut faire attention à ça, et il faut avoir conscience que ce sera la proie la plus facile pour l'État. Pourquoi? Parce que déjà, il y a beaucoup d'argent dans l'immobilier en France. Notre patrimoine immobilier est quand même très conséquent. Il y a même d'ailleurs des hommes politiques qui commencent à mettre un peu des deux côtés de l'équation le patrimoine immobilier des Français et la dette de l'État français, en se disant, tiens, quand même, le chiffre égal, il marche plutôt bien entre les deux. Et si l'État prenait tout l'immobilier français? Alors, on a de temps en temps comme ça ces petits ballons d'essai soviétiques qui passent. Bon, mais toujours est-il que nous, ça peut nous paraître incongru, mais il y a une partie de la classe politique qui se dit que tiens, on peut se servir dans l'immobilier des Français. En réalité, ça va peut-être pas se passer comme ça, on va peut-être pas aller dans le soviétisme tout de suite. Ce qui va se passer à tout hasard, ça pourrait être une augmentation de la taxe foncière. Ah bah ça, c'est déjà ce qui se passe depuis 10 ans. On avait plein de villes où les taxes foncières étaient négligeables, bah, je pense notamment à Paris, hein, et où elles deviennent plutôt négligeables. Et si vous êtes bailleur, vous pouvez, dans certaines régions du sud de la France, vous retrouver à payer 2 mois et demi de loyer par an en taxes foncières. C'est même pas sur vos bénéfices, hein, c'est vraiment avant toute chose. Donc pourquoi pas 3 mois, pourquoi pas 4 mois, 5 mois. Il y a aussi le projet de frais de notaire, les droits de mutation. Comme le marché s'est complètement gelé en France depuis 2 ans, on parle de plus en plus à Bercy, et ça, malheureusement, je pense qu'on va beaucoup entendre parler là dans les prochains exercices fiscaux, d'annualiser les droits de mutation. C'est-à-dire que plutôt que de payer vos frais de notaire, comme on dit, à chaque fois que vous faites une transaction, comme les gens ne font plus de transactions, et ben, tous les ans, vous repérez 5, 10%, 15% de ce que vous auriez payé sur une mutation. La blague supplémentaire, c'est que ça s'appliquerait aussi à ceux qui ont payé les frais de notaire plein pot quand ils ont acheté. Donc vous avez payé à l'achat et puis maintenant vous allez annualiser. Mais finalement, qu'on appelle ça taxe foncière ou frais de notaire annualisés, c'est pareil, ça revient à mettre des taxes très fortes sur l'immobilier. Pourquoi? Parce que l'immobilier ne bouge pas. Et Philippe disait tout à l'heure, bah, pour se protéger, on pouvait acheter des actions Thales, Dassault, Rheinmetall ou Lockheed aux US. Dans cette phrase, il y a tout. Il y a le fait que la bourse vous permet d'internationaliser vos placements. Et ça, c'est quelque chose que l'État déteste parce que ça vous permet d'être moins captif dans votre allocation d'actifs, justement. L'or aussi, bon, bah, on a beaucoup travaillé sur l'or ces dernières années et comme le disait Philippe, ça a plutôt bien réussi à nos lecteurs parce qu'il y a des manières d'investir dans l'or qui permettent quand même de limiter un petit peu la friction fiscale et de pas tout donner à l'État. Parce que le problème des placements, ben, je pense notamment à l'immobilier, c'est que
Dans le meilleur des cas, vous gagnez et vous cédez quasiment tout à l'État, mais dans le pire des cas, si ça ne passe pas comme vous voulez, c'est vous qui prenez toute la perte. Et ça fait une asymétrie qui malheureusement va pendre de plus en plus au nez des épargnants. Donc on évite l'immobilier. Si on prend des actions, on se diversifie géographiquement. On prend de l'or, de l'argent métal, ça, il y a une manière d'investir. Bon, ah, et on peut investir dans les minières. Philippe en parlera éventuellement si ça fait l'objet J'allais en parler. voilà. Mais donc voilà, il y a toutes ces solutions, mais on évite tout. Là où l'État peut aller puiser trop facilement, on évite les assurances-vie, parce que l'assurance-vie, c'est de l'argent qui est potentiellement gelé d'un clic à Bercy, hein. L'arsenal législatif est là. Vous pouvez vous faire confisquer votre argent, vous pouvez ne plus y avoir accès. Éventuellement, bah, si vous voulez vous diversifier un petit peu, vous pouvez prendre des SCPI, des choses comme ça. Celles qui travaillent bien, celles qui ne se sont pas pris des moins 20% sur leur valorisation depuis 2 ans. Et voilà, éventuellement, vous pouvez les loger en assurance vie si vous souhaitez faire un petit peu des montages d'optimisation patrimoniale. Mais il faut vraiment être très vigilant. Je pense vraiment que le plus grand risque aujourd'hui pour l'épargnant qui a de l'argent à placer en 2025, peut-être à horizon 2030, ça va être la fiscalité et ce que l'État acceptera de vous laisser. Il ne faut pas hésiter à investir, en tout cas hors frontières européennes, pour se Non, protéger. ça demande un petit peu de travail, mais bon, c'est là où les accompagnements financiers ont leur intérêt. Tout à fait. Et Philippe, donc vous disiez que les minières vont bénéficier de ce cycle de montée des tensions mondiales. Alors, les minières, elles vont bénéficier alors, de deux éléments favorables qui paraissent évidents, et j'en évoquerai un troisième. Bon, vous me voyez venir, je suis quand même assez chaud sur le secteur. Bon, d'abord, un constat, Wall Street est revenu à son plus haut historique à l'issue de la remontée la plus fulgurante de l'histoire. D'ailleurs, les commentateurs sur les médias américains s'émerveillent hein, que le premier semestre 2025 ait été le premier semestre le plus volatile de l'histoire à Wall Street, hein, pas en Europe, et qu'on ait assisté à donc ce rebond le plus phénoménal des actions américaines. Ça, c'est quelque chose qu'on a déjà vu en l'an 2000, qu'on a revu en 2020 avec des injections monétaires et des taux ramenés à zéro. Cette fois-ci, on a les mêmes ordres de grandeur, 30% de hausse sur le Nasdaq, mais cette fois-ci, sans injection monétaire massive et sans baisse de taux. Donc là, on va dire, on est sur une hausse miracle et qui est quelque part un peu la sœur jumelle, ou en tout cas la cousine proche de ce qu'on a observé en 99-2000, c'est-à-dire que vous avez un narratif, l'IA, une révolution qui s'annonce, qui bouleverse complètement nos perspectives économiques. Et les champions de l'IA vont devenir des espèces de titans incontournables et qui vont reshape, reshaper, je cherche le terme français, reconfigurer voilà, notre façon de vivre et même de penser, car l'IA, hein, quelque part, on pourrait nous l'implanter sous la boîte crânienne. Euh, donc là, vous avez un narratif extraordinaire et vous avez toute une classe d'intervenants qui sont venus en bourse essentiellement durant le Covid, parce ils s'ennuyaient fort, hein, ils ne pouvaient plus aller travailler. Et ils sont passés des paris sportifs à la bourse, mais ça a glissé comme ça, parce que dans les communautés sur Internet, on a dit, ben, ouais, il y a le Bitcoin, il y a les cryptos, c'est pas mal. Et puis, ben, la bourse, c'est génial. Il y a des options trimestrielles, des options mensuelles, et maintenant, il y a même des options jour. Vous pouvez prendre des paris sur la journée. La bourse est devenue un gigantesque casino aux États-Unis, en Inde, évidemment, rien à voir en France, en Allemagne, etc. Mais aux États-Unis et en Inde, c'est un casino. Et vous avez des intervenants qui sont prêts, comme on dit, à remettre tant que ça gagne, je rejoue. Et là, eh bien, ce sont eux qui ont fait le rebond depuis le 7 avril, euh, au nom de l'impératif catégorique Buy the dips. Et plus ils achètent, plus ça monte. Et moins on laisse une correction
se développer parce que non, buy the dip, c'est-à-dire qu'on perd 1%, il y a des gens pour racheter. Et là, donc, il y a une espèce de spirale haussière qui s'est enclenchée et qui ressemble quand même beaucoup à ce qu'on a connu en l'an 2000. Alors, si on se trompe pas sur le diagnostic et qu'on retrouve un peu le même type d'aveuglement euh, qu'on a eu également en 1928-1929. Hein, ça gagne à tous les coups, vous pouvez y aller, ça ne peut plus arrêter de monter. Parce que plus ça monte, plus il y a des gens qui viennent acheter et plus il y a de fans de la bourse. On sait comment ça se termine. Et lors des deux précédentes fortes corrections qu'on a connues au XXIe siècle, que ce soit 2000-2003 ou 2007-2009, le rééquilibrage des portefeuilles, alors bon, on était sur des technos en 2000, on était essentiellement sur des banques et des entreprises du secteur de la construction en 2007-2008 avec bien sûr le boom de l'immobilier. Quand ça corrige lourdement, qu'est-ce qu'on constate? Eh ben, que c'est généralement le secteur des actifs dits concrets qui a pris un retard phénoménal sur le reste. Quand vous achetiez les dot-com, vous vouliez même plus avoir ni du Saint-Gobain, ni du Lafarge, ni rien du tout, parce que c'était tellement sous-performant que vous délaissiez tous les secteurs qui n'avaient pas, comme on dit, des momentum de type dragster. Donc, qu'est-ce qui est le plus délaissé dans ces phases un peu maniaques où il y a une thématique, un narratif et on n'achète plus que ça? Eh bien, systématiquement, c'est les matières premières qui sont délaissées. Et vous pouvez regarder aujourd'hui comment est valorisé le secteur des matières premières au sein du S&P 500 par rapport à son évolution globale. La thématique matière première est au plus bas en termes de valorisation. Même si ça a un peu rebondi récemment, les actions du secteur minier, extraction, etc., on est au plus bas en termes de valorisation. Et quand d'un seul coup, on commence à écrémer les portefeuilles, qu'on commence à virer les dot-com, les bancaires qui étaient à fond sur les subprimes, les sociétés de construction comme en 2009-2010, eh ben, qu'est-ce qui, d'un seul coup, bénéficie des arbitrages? Ce sont effectivement toutes les sociétés qui gèrent des actifs concrets. Donc, ben, les sociétés parapétrolières, les minières et bien sûr les mines or, argent, parce que quand d'un seul coup on se débarrasse d'actifs surinflatés, hein, comme le sont l'IA aujourd'hui, on revient effectivement sur des actifs dits de sécurité et qui sont l'or et l'argent. Alors l'argent a un plus, c'est que vous avez en Europe donc un Parlement européen totalement gangréné par les lobbies de l'éolien et du photovoltaïque. Et l'Europe donc vient d'imposer à tous ses membres de tapisser nos campagnes de panneaux photovoltaïques qui sont gros consommateurs d'argent. Donc, même si ça n'a pas de sens, hein, je veux dire économique, de produire de l'électricité photovoltaïque, on aurait bien meilleur compte de le faire avec du nucléaire. Eh bien, on s'oblige en Europe à consommer du photovoltaïque et donc de l'argent. Voilà, donc pour moi, les secteurs miniers sont à privilégier aujourd'hui par tous les biais que je viens d'expliquer. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup pour toutes ces réponses. Alors pour tous ceux qui nous suivent, je vous rappelle que nos experts ont rédigé pour vous un rapport exclusif intitulé Votre épargne face au spectre d'une nouvelle guerre mondiale.
Vous y trouverez toutes les recommandations concrètes de nos experts pour protéger votre capital. Le lien pour le télécharger est donc disponible dans la description de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien rater de nos prochaines analyses. Merci à tous les deux, Étienne et Philippe, et merci à tous de nous avoir suivis sur la chaîne des publications Agora.